Voilà 2 ans et demi et une quarantaine d'épisodes que j'ai levé l'ancre. Le voyage que j'entreprenais alors, je l'ai dit dès le prologue, devait être une cartographie de l'absence. Lancé à la recherche de l'Atlantide littéraire du XXe siècle, j'avais pour seule carte au trésor quelques vieilles revues de l'entre-deux-guerres, et pour tout compas, certains critiques ou historiens dont la parole tenait autant de l'évangile du prophète que du chant des sirènes. Bien maigre bagage pour partir à l'abordage, certes, mais c'est bien plus le vague à l'âme que le matériel qui décide du grand départ. Sentais-je, comme Ismaël dans Moby Dick, des plis amers autour de la bouche, un bruineux et dégoulinant novembre en moi? Me surprenais-je à m'arrêter devant une boutique de pompes funèbres, ou à suivre chaque enterrement que je rencontrais, pensif, pour ne pas dire mélancolique? 2 ans et demi, à peine 2 gestations de cachalot, quelques accostages plus ou moins réussis sur des îlots hospitaliers, et 2 découvertes majeures, avec Hubert Gonnet et Antoine Giacometti, qui me semblent bien être des ports d'attache à ce continent perdu que je traque. Qu'on ne m'appelle pas Achab, je ne suis ni vieux ni fou, ni rancunier. Ou alors, qu'on m'appelle aussi professeur Sogol, ou professeur Babert, qu'on me prénomme comme chaque scientifique irrationnel qui croit avoir découvert l'existence de l'impossible quelque part au milieu des océans. Oui, mon épopée n'est qu'une redite, sur un autre plan, de celle que vécurent quelques aventuriers nés sous la plume de René Daumal et de Régis Messac, auquel cet épisode est consacré. 2 courts romans d'exploration écrits en même temps, 2 récits illuminés par l'espoir de trouver quelque chose d'autre, une part sacrée ou absolue. Composés à 2 pas l'un de l'autre, 2 textes parus de manière posthume après la mort bien trop précoce de leurs auteurs. Voilà une histoire de synchronicité troublante qui n'a pas été relevée jusqu'alors, sauf erreur de ma part, et qui pourtant crève les yeux. René Daumal et Régis Messac ont composé la même œuvre. Tout y est potentiellement identique, et tout y est parfaitement antinomique. Voici 2 périples qui ressemblent aux miens. Ne reste qu'à attendre vers quelle lumineuse ou épouvantable fin l'expédition me précipite. Oublieuse postérité, épisode 37. 2 grandes aventures. À bien y réfléchir, mon histoire commence comme celle de Théodore, dans ce petit roman inachevé, malicieux et posthume, que certains considèrent comme un chef-d'œuvre, Le Mont Analogue, du corsaire d'unité prénatale René Daumal. Théodore, qui est le narrateur du roman, a écrit un article qui fleure bon la fumisterie dans la revue des Fossiles, dont on jugera le nom tantôt amusant, tantôt mystique. Il propose dans cette fantaisie littéraire, puisqu'il considère ainsi son billet, une étude de la signification symbolique de la montagne. Après diverses explications d'ordre spirituel, il conjecture l'existence d'une montagne bien plus grande que l'Everest, exemple parfait de la montagne absolue, celle qui unit terre et ciel, à la fois accessible par sa base, mais dont le sommet resterait inaccessible à jamais. Cette montagne impossible, il la nomme Mont Analogue. Or, cette délicieuse coquetterie de l'imagination, il l'a depuis longtemps archivée, remisée dans la poussière de la mémoire, lorsqu'il reçoit un jour une lettre d'un certain Pierre Sogol, anagramme évident de Logos, résident rue des Patriarches à Paris. En voici le contenu. Monsieur, j'ai lu votre article sur le Mont Analogue. Je m'étais cru le seul jusqu'ici à être convaincu de son existence. Aujourd'hui, nous sommes 2. Demain, nous serons 10. Plus peut-être. Et on pourra tenter l'expédition. Il faut que nous prenions contact le plus vite possible. Téléphonez-moi dès que vous pourrez à un des numéros ci-dessous. Je vous attends. Et voilà donc, l'ébahissement passé, le doute quant à la supposée folie de ce Pierre Sogol lui aussi évacué, car renvoyant après tout à la folie strictement identique de celui qui a écrit l'article, voilà que Théodore accepte la demande et se rend au domicile du professeur.
D'espace inconnu, existant et absolument déraisonnable, il est aussi question dans le petit roman cruel et grinçant de Régis Messac, intitulé Val Crétin. Dans ces pages, une nouvelle fois, un narrateur se propose de raconter une escapade prometteuse. Il se nomme Lebret et est un collaborateur du professeur en médecine Babert. À nouveau, tout part d'un article paru dans une revue américaine, le Scientific Traveler, que lit le professeur Babert. Il y a peu, à la suite d'une avarie de moteur, raconte en substance l'article, le capitaine Bouvaz a été ballotté au gré des flots jusqu'à s'échouer sur une île inconnue des cartographes, au large du Chili. Il croyait accoster un morceau de pierre abandonné, comme il y en a tant d'autres dans cette région, mais cette morne découverte fut immédiatement suivie d'une autre, majeure. Cette île était habitée d'une population, je cite, de dégénérés, craintifs et sociables, espèce de nains grotesques, sorte de gibier humain au visage hideux, affreux, goitreux, déformés, grimaçant, avec des yeux exorbités, une bouche en four élargie par un rictus perpétuel, baveuse et sanguinolente. Effrayé par ce peuple de gobelins qui semble avoir régressé jusqu'à l'impossible, le capitaine en a oublié de relever les coordonnées exactes de l'île. De plus, une fois le bateau réparé, il est bien reparti avec un spécimen capturé pour le présenter à des scientifiques. Or, ce dernier est mort pendant le voyage du retour, et l'équipage l'a aussitôt jeté par-dessus bord, par crainte des maladies. Mis au fait de cette étrange histoire, qui pourrait tout aussi bien être un canular, un certain Corabin, propriétaire d'un yacht, qui voit de l'argent à se faire grâce aux compétences de son ami le docteur Babert, propose de monter une expédition pour essayer de trouver cette île et les immondes crétins qui l'habitent. Imaginez un instant qu'on revienne avec un sérum ou des capsules contre le crétinisme. La baberine ou le bouvazole, tous intelligents grâce au bouvazole. Il y a peut-être une fortune là-dedans. Mais qu'est-ce que je dis ? Plusieurs fortunes. À quelques lieues de là, dans le temps et dans l'espace, ce qui est aussi vrai pour la rédaction des deux romans, j'y reviendrai, Théodore, le narrateur du mot analogue, fait la rencontre de l'original professeur Sogol, professeur d'alpinisme qui propose d'accéder à son appartement par une sorte d'exercice d'équilibrisme et d'exploration qui est bien sûr à prendre de manière métaphorique, comme une sorte d'élévation, de dépassement nécessitant autant l'effort du corps que celui de l'esprit. Deuxième étape symbolique de l'escalade spirituelle du personnage, après avoir accepté de croire à l'invisible avec l'existence de la montagne. Dans l'appartement laboratoire, rempli, je cite, de tout ce qui devrait meubler le cerveau d'un Mirandole du XXe siècle, Théodore fait aussi la connaissance d'autres individus réunis par Sogol. Tous sont susceptibles d'être séduits par l'aventure que va leur proposer le professeur, et qui se résume ainsi. Découvrir la localisation exacte du mont analogue et partir à sa rencontre. Certains accepteront, comme Arthur Beaver, le propriétaire du yacht, Yvan Laps, le linguiste, Judith Pancake, la peintre, Renée, la femme de Théodore, et deux frères Hans et Karl. C'est donc le 10 octobre que l'équipage embarque à bord de l'Impossible, qui part à la conquête du mont analogue. C'est à quelques semaines d'intervalle qu'embarque celui du Courlis, en direction de Val Crétin. Les deux bâtiments voguent côte à côte, mais sans se rencontrer, alors qu'ils traquent la même proie, c'est-à-dire l'insoupçonnable, l'aberrant, l'utopique, au beau milieu du Pacifique Sud. Avant de plonger plus avant dans les remous de ces traversées, il est important de voir à quel point ces deux œuvres sont jumelles. Maléfiques, bienfaisantes, diamétralement opposées, cela reste encore à définir. Toujours est-il que la lecture de l'une appelle irrémédiablement la lecture de l'autre. Sans cela, nous n'aurions qu'une compréhension partielle des mécanismes de l'exploration et une vue ajournée des découvertes. C'est seulement en les ayant parcourus ensemble que l'on peut entrevoir la totalité, l'unité que René Daumal chercha presque toute sa vie. Comme si lui et Messac,
en usant des mêmes voix, mais selon des postulats bien différents, avaient chacun écrit de leur côté la moitié d'un roman, que le lecteur hardi devrait réunir tôt ou tard. Poésie noire, poésie blanche, du nom de la théorie de de Malle, c'est exactement ce dont il est question ici. L'on sait, notamment par André Roland de Renéville, que René de Malle a commencé l'écriture du Mont Analogue à l'été 1939, que cette écriture a été pour le moins chaotique, notamment en raison de la Seconde Guerre mondiale. Certes, de Malle ne risquait pas d'être mobilisé, étant tuberculeux, mais Vera, sa femme, était juive. Aussi, désargenté et gibier, le couple devait souvent déménager et se cacher. On sait aussi que c'est en avril 1944 que René de Malle fut obligé de poser sa plume au beau milieu d'une phrase pour accueillir un visiteur dont on ne connaît pas l'identité. Le 21 mai de la même année, il mourait, sans avoir pu achever ni son roman, ni même sa phrase. Le Mont Analogue se termine sur une virgule, ce qui est d'ailleurs cruel et ironique pour un roman de l'Ascension, tant ce petit signe cherche à sonder les gouffres. Valcrétin est aussi le dernier roman de son auteur. Régis Messac en a entrepris l'écriture en novembre 1942 et l'a terminé en mars 1943, nous apprend Natacha Vazder dans la préface qu'elle donne à la réédition de 2023. La plume à peine posée, Régis Messac est arrêté pour son implication dans un mouvement de résistance, jugé lors d'un procès collectif, déporté en Alsace, puis en Allemagne, où il périra, vraisemblablement lors d'une marche de la mort, après janvier 1945. Les deux romans portent étrangement les stigmates d'une écriture en sursis, d'une composition faite sous le joug d'une épée de Damoclès. Celle de la phthisie pour René de Malle, maladie éminemment messacienne qui pourrait bien toucher en masse les habitants de Valcrétin. Celle de la résistance pour Régis Messac, qui pourrait être l'une des voies qui nous mène au contrefort du Mont Analogue. Mais ce n'est pas tout. Le parallélisme va plus loin. Les deux romans furent publiés de manière posthume. En 1952 pour le Mont Analogue, en 1973 pour Valcrétin, ce qui explique peut-être pourquoi l'on a peu vu jusqu'à présent l'étrange et déroutant dialogue qu'il peut y avoir entre eux. Ce dialogue est celui des pôles, utilisant les mêmes procédés lorsqu'ils accostent l'île tant recherchée après des semaines de retard passés à errer autour de l'invisible. Les romans vont suivre un épanouissement tout à fait contraire. Fleur vénéneuse d'un côté, fleur miraculeuse de l'autre. De Malle va tenter de nous présenter les étapes d'une élévation spirituelle qui pourrait conduire vers la libération totale de l'homme, tandis que Messac va nous faire descendre tous les cercles de la dégradation jusqu'à retrouver l'asservissement absolu. De Malle va chercher à nous greffer des ailes, ou pour être plus précis, nous proposer de nous greffer nous-mêmes des ailes en nous demandant de trouver la voie alpine qui nous permettra d'atteindre le sommet de nous-mêmes, tandis que Messac va nous présenter de manière implacable les modalités d'une déchéance absolue. L'être humain avancé détruit tout ce qu'il touche, et mieux que cela, réussit la transfiguration suprême. Redevenir une bête, un crétin, un déchet. Élévation et dégradation sont les étapes d'un même voyage, auquel l'auteur croit profondément, et il est intéressant de constater que chaque halte menant vers le ciel chez le poète du grand jeu correspond à une culbute, plongeant vers l'enfer pour son double. La découverte du Mont Analogue se fait tandis que l'équipage est bercé d'une douce lumière de soleil et débouche sur une vaste et calme baie, parsemée d'arbres, de maisons, de barques de pêcheurs bronzés. Les aventuriers rencontrent bien vite un interlocuteur qui parle parfaitement français, dont Théodore parvient même à percevoir le sourire intérieur. À quelques milles de là, toujours dans le Pacifique Sud, mais bien plus loin des côtes chiliennes que le Bret et Babert l'imaginaient, c'est un autre temps, un autre monde dirait-on. Le Courlis découvre enfin Valcrétin,
dans un jour brumeux, dans un camailleux de ténèbres et de gris, avec, je cite, ces falaises noirâtres, trapues et comme tapis sur une mer rase, sinistre et peu engageante, pleine de rocailles, d'éboulis, rugueuse, inhospitalière et déserte. Nul guide bronzé et loquace pour les accueillir, ni végétal, ni animal d'ailleurs. Le Bret, le narrateur, est aussitôt pris de nausées car cette île de la désolation ne lui inspire rien d'autre qu'un immense écœurement. Alors même qu'il devrait sauter de joie avec le professeur Babert, ayant enfin trouvé l'île après de longues semaines d'errance. Sur la plage du mont Analogue, la conversation avec le guide s'oriente bien vite vers les réalités secrètes, les réalités de l'esprit. Se définir par son nom, sa profession, expliquer les raisons prosaïques de leur venue. Toutes les réponses que les explorateurs auraient pu apporter en langage humain n'auraient pas le moindre sens pour ce guide. Nous ne pourrions plus nous payer de mots, confie Théodore, acceptant dès lors non pas de se défier du langage, mais bien des concepts que traduit ce langage. Humain trop humain, c'est sans doute la seule pensée qui vaille pour cette troupe qui vient définitivement de quitter sa caverne, puisqu'on peut lire le mont Analogue à l'aune de l'allégorie de Platon, bien sûr, excepté pour Sogol, qui est déjà l'habitant de cette nouvelle réalité, étant le seul capable dès le départ, je cite, de voir les idées comme des faits extérieurs, c'est-à-dire de voir l'humanité invisible intérieure à l'humanité visible. À Crétin Arbor, c'est le chemin inverse que suivent les pauvres explorateurs qui comprendront bien tardivement qu'ils sont des naufragés. Ils errent dans le Val à la recherche des traces de vie et finissent, dans la bruine et le vent, par en trouver la forme et l'odeur. Puis c'est au tour du village. Et quelle horreur! Ce n'est pas la douce baie de pêcheurs du mont Analogue, non. C'est bien une espèce de cave hideuse d'antres fétides. Oui, les habitants de Val-Crétin s'entassent sous terre. C'est donc littéralement que le Bret et le professeur Babert vont pénétrer dans la grotte, à rebours de toute logique, afin d'entamer l'implacable processus d'involution qui se poursuivra tout au long des pages restantes. Toutefois, Messac s'amuse avec les paradoxes. En effet, le Bret et Babert vont bien sous terre à la recherche de la vérité. Cette vérité sinistre, dissimulée par le brouillard, oubliée sur une île lointaine, insupportable à bien des égards. Car comme l'écrit le narrateur, la vérité avant tout. La vérité est un Dieu qui reconnaîtra les siens. Il n'est que de la servir aveuglément s'il le faut. Mais qui a dit que ce Dieu réclamait de nouveaux adeptes ? À partir de là, les étapes de l'ascension se succéderont chez Domal, tandis que celles de la chute s'accumuleront chez Messac. Je n'irai pas plus loin afin de ne pas gâcher la découverte. Cependant, si l'on s'attarde un instant sur les aspects techniques de la narration, une nouvelle fois tout oppose les textes. Domal procède de manière métaphorique, symbolique, parabolique, pourquoi pas analogique, pour faire progresser son roman, tout comme il l'avait déjà fait en 1938 dans La Grande Beuverie, son autre roman, qui est aussi celui du constat de l'échec devant mener à l'initiation et peut-être à la révélation. Cette révélation, il faut d'ailleurs se rappeler que Domal l'a cherchée sans relâche, avec le tétrachlorure de carbone durant son adolescence, avec la poésie ensuite, et enfin avec Alexandre de Salzmann, les enseignements de Georges Gurdjieff et la mystique indienne, le mot Analogue étant d'ailleurs dédié à Salzmann. C'est ce cheminement intérieur que l'auteur a entrepris de raconter dans son roman, balisant donc les chapitres d'histoires enchâssées dans le récit cadre, telles que celle des hommes creux et de la rose amère, et celle du guide qui fit s'effondrer la montagne en voulant se sauver de la faim, allant ainsi contre toutes les lois du mont Analogue. Ces contes, qui s'amusent à brouiller les frontières de la diégèse, sont là pour donner de l'épaisseur à l'univers de Domal, mais aussi là pour donner matière à réfléchir au lecteur qui, dans une sorte d'abandon aventurier, tenterait de revivre l'expérience de Théodore. Tout
dans ce court roman inachevé, conduit vers un ennoblissement du narrateur, comme de ses compagnons, mais aussi, espère l'auteur, du lecteur, auquel le dernier chapitre imaginé par de Malle aurait été consacré. En effet, il prévoyait de l'intituler « Et vous alors, que cherchez-vous » brisant ainsi une ultime fois les limites traditionnelles du récit, non plus en emboîtant un énième à l'intérieur, mais en dévoilant que ce livre n'était lui aussi qu'une matrioshka à l'intérieur d'une matrioshka sans commune mesure, à savoir la réalité du lecteur, mimant en quelque sorte l'expérience fondamentale qui lui est si chère et qui consistait à expérimenter la mort en étant vivant. Cette idée sera d'ailleurs reprise dès le début du mot analogue, lorsque Théodore, le narrateur, raconte un souvenir d'enfance à Sogol, inspiré des véritables terreurs nocturnes du bambin de Malle, résumé par la phrase « Quand on se réveille du sommeil, on est mort ». Cette construction qui tend vers l'idéalisation de l'être et son unité primordiale est aussi une expérience du langage. Son maître Salzmann a d'ailleurs composé un alphabet. Le pédaramme illustre parfaitement cette expérience. Il est la monnaie sur l'île du mont analogue. Pierre précieuse, très rare, elle se trouve généralement sur les contreforts de la montagne, rappelant qu'il faut s'élever pour s'enrichir. Mais c'est surtout sa traduction supposée qui intéresse. Elle serait, je cite, « père du diamant » ou « pierre d'Adam ». Ainsi, celui qui trouve un pédaramme trouve un morceau du premier homme. Celui qui remarque l'éclat entre deux corniches et va le cueillir remonte le cours du temps jusqu'aux origines. Il n'est pas précisé ce qu'il trouve exactement avec ce cristal, toutefois l'on imagine bien qu'Adam, disloqué en d'innombrables morceaux en tombant de son berceau, permettra au voyageur, une fois suffisamment de pierres trouvées, de reconstituer l'unité primordiale de l'Éden. Bien moins rutilantes sont les modalités d'expression auxquelles a recours Régis Messac. L'auteur n'adoucit pas les mœurs avec des contes mystiques, ne sème pas des morceaux de Dieu sur l'île de Val-Crétin. Non, tout n'est qu'immondice sur cette île, qui est d'ailleurs, à bien des égards, l'île excrémentielle par excellence. Non pas immense cuvette où s'accumulent les immondes fesses, mais bien déjection pure, excrétion absolue. En effet, l'auteur rivalise d'ingéniosité pour décrire l'horreur de l'habitat crétin et celle du crétin en tant qu'être vivant. Leurs mœurs ne valent pas mieux, mais Sac nous dit qu'il existe bien des mœurs jusqu'au fond des grottes et des âges, et contrairement à ce que pense Lebret, le narrateur, je cite, « il reste dans leur bestialité encore des lueurs d'humanité. » Du moins, selon le professeur Babert, qui se prend dangereusement d'affection pour ce peuple goitreux dont les mères mouchent leurs enfants goulûment avec leur langue, dont les enfants couchent avec les mères jusqu'à un âge avancé pour se former. Le langage aussi aura son rôle à jouer dans le roman de Messac, puisque le temps passant, les effets du crétinisme se font ressentir. En effet, la promiscuité n'aura pas l'effet que l'on pouvait imaginer. Babert joue-t-il au docteur Moreau ? La stupidité est-elle contagieuse ? L'auteur est sans équivoque. Il y aurait encore beaucoup à dire à propos de ces deux romans si identiques et dissemblables, qui portent chacun en eux l'empreinte spirituelle de leurs auteurs et peut-être une part des années noires. Natacha Vazder, dans sa préface à Val-Crétin, nous apprend que, je cite, « l'invention littéraire permet d'évoquer l'indicible d'un imaginaire social paralysé par la réalité immorale et déshumanisée de la collaboration. » Y a-t-il aussi une part de métaphore historique et sociale chez de Malle ? Pouvons-nous tordre le texte et dire, à l'inverse, que les guides sont ceux qui proposent un nouveau monde, et donc, fatalement, les nazis ? Bien sûr que non. C'est pour cela que la lecture historique d'un texte me semble bien souvent une limite qui empêche de s'interroger plus avant sur le véritable contenu des pages. Toujours est-il que ces deux romans parfaitement maîtrisés
ne pourraient être plus différents et sont pourtant les deux meilleurs amis du monde, pour ne pas dire des frères jumeaux. Ils permettent enfin de réaffirmer l'évidence absurde. Toute exploration originale et forcenée peut autant mener vers des découvertes bouleversantes qu'une dégradation fatale.